Ce que vous avez ici, c'est un poids suspendu au plafond, et ce poids bouge droite à gauche. Et vous voyez sur l'écran, c'est maintenant à 0 degré. Je vous montre ce qui est sur l'écran. C'est ça, ce qu'on voit. Alors, ça tourne à 0 degré. Alors, ce que nous voyons ici, ça c'est le pendule de Foucault, et on va parler de ça dans la première partie du cours. Ça va continuer pour les 3 heures, et c'est une démonstration que la Terre tourne. Donc, aujourd'hui, on va d'abord aborder la question sous quelles conditions peut-on traiter la Terre, le référentiel de la Terre comme un référentiel d'inertie. La deuxième partie sera consacrée à la question qu'est-ce qui maintient la trajectoire d'une planète, c'est-à-dire la loi de gravitation, et à la fin, une petite introduction à la relativité restreinte, afin de répondre à la question pourquoi l'espace est-il courbé, et tout au fin de ce cours d'aujourd'hui, un résumé de la dynamique. Alors, nous avons fait toutes les expériences dans l'auditoire et ailleurs avec l'idée qu'on est dans un référentiel d'inertie. Alors, nous avons supposé que notre référentiel de l'auditoire, c'est un référentiel d'inertie, c'est-à-dire un référentiel qui bouge à vitesse constante. On peut bien calculer l'accélération centripète à l'équateur du mouvement de la Terre. On connaît les données, la période, etc., le rayon de la Terre. Et si on prend ça à l'équateur, on voit que l'accélération radiale qui est nécessaire afin d'effectuer ce mouvement, elle est égale à 0,3% de g. Ce n'est pas grand-chose. Et la conséquence, c'est pour la plupart des observations que nous faisons, on peut négliger le fait que la Terre est en rotation. Alors on suppose que notre référentiel, le référentiel de l'auditoire, c'est un référentiel d'inertie. Alors, et non pas un carrousel comme ça c'est en réalité. Mais il y a certainement des exceptions, et on va parler de ça dans un instant. Maintenant, comment peut-on montrer, et on va, dans le 19e siècle, on n'avait pas de satellites, comment peut-on montrer que la Terre n'est pas un référentiel d'inertie? Alors, le postulat que nous avons vu en premier cours, c'était que toute la physique est la même si on est dans un référentiel d'inertie. C'est-à-dire, c'est impossible de déterminer un référentiel en repos absolu, mais dès qu'on est dans un référentiel d'inertie, toutes les lois de physique tiennent et sont pareilles. Si toutes les lois de physique sont pareilles, on ne peut pas faire une expérience qui nous dit on n'est pas dans un référentiel d'inertie. Dans quel référentiel d'inertie on est? Alors, ça veut dire que les lois de physique ne changent pas, ils sont les mêmes. Ça veut aussi dire qu'un pendule ne change jamais de direction. Un pendule va toujours droite à gauche, gauche à droite. Tout bête, je ne sais pas comment faire autrement. Dans un référentiel d'inertie, le pendule est toujours sur une trajectoire tout droite. La raison est parce que les forces du pendule, c'est-à-dire la tension du fil et le poids, ils sont dans le même plan. Il n'y a pas de composante de force qui permet de faire bouger le plan de l'oscillation du pendule. Nous avons aussi vu la semaine passée l'effet Coriolis et la force centrifuge. Alors, nous avons conclu, il y a 2 forces fictives à ajouter, les forces inertielles, centrifuge et Coriolis, si on est dans un référentiel qui tourne. Alors, la force Coriolis, nous avons vu, ça c'est vraiment une accélération, et vu qu'on met ça dans la deuxième loi de Newton, on multiplie par m, alors ça, on appelle la force Coriolis, et on va parler de cette force aujourd'hui. Alors, la force Coriolis est perpendiculaire à la vitesse, est donnée par ce produit vectoriel où oméga est la vitesse angulaire. Alors, quand est cet effet important pour nos observations? Nous avons c'est la circulation globale. Alors, si vous regardez le vent qui va vers le nord, il est dévié dans le référentiel comme ça, et pour un vent qui va vers le sud, la déviation est de l'autre côté. Comme la vitesse angulaire et la vitesse de l'objet est nulle ou bien verticale à l'équateur, il n'y a pas de formation d'ouragan à l'équateur. C'est plutôt vers le nord, ce qu'on voit ici. Alors, si on regarde sur une plaquette qui tourne, vitesse angulaire vers le haut, elle tourne comme ça. Ça, c'est est, ouest, nord, la Terre tourne vers l'est.
Si je fais bouger un objet du pôle nord vers l'extérieur, vu du fait que la Terre tourne pendant cette trajectoire, le vent ou l'objet, il est dévié vers la droite, et ça, c'est la direction de la force Coriolis. Maintenant, qu'en est-il au pôle sud? Regardons ça, on est au pôle sud. Alors, on a la Terre qui tourne comme ça c'est la surface. Alors, on regarde la surface, on est sur la surface. La Terre tourne toujours de l'ouest à l'est. Ça, c'est le mouvement. Et maintenant, on voit que la déviation d'un objet avec une vitesse est vers la gauche et pas vers la droite, comme on a vu au nord, au pôle nord. Alors, l'effet Coriolis change de signe sur l'hémisphère sud de la Terre par rapport au nord. Ça, c'était une conséquence de la guerre entre l'Angleterre et l'Argentine en 1914, où les bombardiers avec l'artillerie ont dû changer leur correction Coriolis pour leur obus. OK, je vais démontrer l'effet Coriolis, une expérience qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine passée. C'est cette plaquette qu'on voit ici. Et vous le voyez sur l'écran aussi, vue d'en haut. Alors, j'ai un crayon. Je vais le mettre au centre. J'aimerais vous d'abord démontrer l'effet dans le référentiel d'inertie. Pour ça, on va arrêter notre référentiel. Alors, la table ne tourne pas. OK, trajectoire circulaire. Je vais donner un peu plus de vitesse. Et ça ne veut vraiment pas fonctionner aujourd'hui. Ah, ça. Je suis désolé, ça c'est pas l'effet Coriolis, ça c'est quelle loi? Oh. Voir si j'ai plus de chance si je fais ça comme ça. Oh. Maintenant. OK. Alors, la première expérience qui n'a jamais fonctionné, on voit une trajectoire qui va comme ça. D'accord? Ça, c'est quand la plaquette ne tourne pas et que la force qui maintient la trajectoire n'est plus existante, on va tout droit. Et ici, on a vu, ça devrait aller tout droit, mais comme la plaquette tourne, on a une trajectoire courbée. C'est ce qu'on observe dû à la force de Coriolis dans le référentiel qui tourne. OK. Aujourd'hui, la loi de Murphy-Coriolis. Donc, maintenant, on a pour le pendule de Foucault, on a un mouvement de longue durée. Ce qu'on voit, donc, il y a aussi un effet. Alors, ce qu'on voit, c'est le pendule, il est dévié avec le temps. Et on peut s'imaginer que si on est au pôle Nord, que la direction du pendule, elle change en 360 degrés pendant une journée. À l'équateur, la force Coriolis, si le mouvement est parallèle
à la vitesse angulaire. Alors, nord-sud, il n'y a pas de force Coriolis. Si le mouvement est perpendiculaire, il y a une force Coriolis, mais elle est dans le plan du pendule. Alors là, l'effet Coriolis ne peut pas changer la direction du pendule, et il n'y a donc pas d'effet Coriolis à l'équateur. Qu'en est-il à Lausanne? Bon, on a la vitesse angulaire de la Terre fois le sinus de notre altitude, c'est 44 degrés ou 46, alors à peu près 0,7. Et ça, c'était l'expérience que M. Foucault a fait à Paris. Heureusement, Paris n'est pas à l'équateur, sinon il aurait eu mauvaise chance de démontrer l'effet. Alors, au pôle Nord, on voit le pendule faire un mouvement comme ça c'est le pendule, la Terre qui tourne. Vu de l'extérieur, le pendule fait droite, gauche, rien ne change. Au référentiel du pôle, c'est ça ce qu'on observe. C'est un peu exagéré l'effet, mais on voit un changement de direction de la masse qui est suspendue. Ça, c'est une animation qui vous montre là, en 3D, l'effet réel, toujours exagéré. Le pendule bouge d'une côté à l'autre, la Terre tourne et le pendule, par rapport au référentiel de la Terre, va changer de direction. Alors, vu de l'extérieur, on n'a pas de changement de direction. Vu du référentiel de la Terre au pôle, c'est une période de 1 jour. À l'équateur, il n'y a aucune rotation. Alors, la période est infinie. Et là, ça c'était en 2001, les gars là, ils se sont amusés au pôle sud de suspendre un poids, il est là, et ils ont mesuré la période du pendule, et ils ont trouvé 24 heures, plus ou moins 50 minutes. Alors, qu'est-ce qu'est là? À quoi on peut s'attendre ici, à Lausanne? La période sera égale à la période du pôle, divisée par sinus θ. Θ est 46,5 degrés. Alors, la période est 33 heures. Ça fait donc 11 heures, 11 degrés par heure. Et on peut regarder où on est. Alors, ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a sur écran maintenant? Vous voyez déjà, c'est plus à 0 degré. On est à 4 degrés. D'accord? Alors, on est à peu près 20 minutes après que ça a été lancé, c'est un tiers d'une heure. Le calcul que je vous ai montré, c'est 11 degrés. Et 4 degrés, c'est à peu près un tiers de 11 degrés. D'accord? Alors, ça a l'air d'être juste. Et on va voir cet effet pour les prochaines 2 heures. OK, alors ça c'est déjà les premières données nous donnent l'indication que c'est juste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant 24 heures? Ça c'est une vidéo de Japon. Alors, on a pris des photos tous les minutes ou quelque chose comme ça, on fait une jolie vidéo. Vous voyez, ça c'est le poids ici qui change de direction avec le temps jusqu'à ce que ça fait le tour de 360 degrés. Etc., etc. Je pense tout le monde a vu le message. On ne va pas attendre les minutes que ça termine. OK, maintenant, un petit quiz. Je vais lancer cette vidéo-là. Et la question est-ce que ces vagues que vous observez sont une conséquence d'un tsunami, de la Lune, du réchauffement global, du Soleil, ou une combination des effets, de tous les 4 effets? Observez ça, discutez, et on va en parler dans 2 minutes. Et j'aimais les autres slides qui on a voir comme la touriste, comme la c'est ça là. Il y avait des barres.
OK. Une manifestation d'un tsunami. C'est possible. De la Lune? Du réchauffement global? Du Soleil? Ou bien tous les quatre sont justes? OK. Alors, ce qu'on observe ici, ça se fait tous les années une fois en Chine, dans une baie. Ces vagues, et ils sont dus à l'effet de gravitation de la Lune et du Soleil en combinaison. C'est une fois par année. Ils sont assez fortes, ces vagues, alors on peut surfer sur ces vagues. Il y a aussi une rivière, je pense, je ne sais plus comment elle s'appelle, en Brésil, où ils ont aussi cet effet. Il y a une vague qui entre dans une rivière pendant 30 km, on peut surfer pour à peu près une demi-heure là-dessus, avec les piranhas. Alors, c'est un effet de la force de gravitation de la Lune et du Soleil, et on va en parler, la deuxième partie d'aujourd'hui, d'où ça vient. Et d'abord, j'aimerais parler de la gravitation. Alors, comment dépend la force de la gravitation de la distance entre deux objets et de la masse? Alors, sur Terre, nous avons l'accélération terrestre due à l'attraction gravitationnelle de 9,8 mètres par seconde. Ça, c'est la Terre. Et nous regardons maintenant la Lune, qui tourne autour de la Terre avec une période de presque 4 semaines. Et la Lune a un rayon de 384 000 km. Maintenant, la trajectoire de la Lune, c'est presque un cercle. Alors, il y a la condition centripète qui est égale à la force qu'on doit avoir, la force physique, force de gravitation. On peut calculer l'accélération centripète de la Lune avec ces données. On a la distance, la période, ça nous donne la vitesse, et on obtient une accélération de la Lune de 0,027 mètres par seconde carré. Ça, c'est le calcul qui est derrière. Alors, c'est 1 307/75e d'un mètre par seconde carré. Et ça, cette accélération, c'est égal à G divisé, à peu près G divisé par 3600. La distance entre la Lune et la Terre, elle est à peu près 60 rayons terrestres. Alors, 60 fois le rayon terrestre, ça, c'est la distance entre les deux. Alors, on voit que la force de gravitation diminue fortement avec la distance. Et si on regarde, on a 3600 réductions de la force de gravitation, une 60 fois augmentation de la distance. Alors, la conclusion qu'on peut prendre ici de cette considération, c'est que l'attraction entre deux corps par la gravitation, elle diminue avec la distance carrée. Alors, si on est 2 fois la distance, la force est 4 fois plus faible. Alors, qu'en est-il de la dépendance de la masse? Comment ça dépend de la masse? Si j'augmente ma masse, mon poids, si je double ma masse, mon poids, il double, alors la force de gravitation, elle double. Alors, la force de gravitation est proportionnelle à ma masse. On peut imaginer qu'on double la masse de la Terre. Qu'en est-il de la force de mon poids? Si je double la masse de la Terre, mon poids, il va doubler aussi. Alors, c'est aussi proportionnel de la masse de la Terre, parce que les deux forces sont liées. Alors, il y a une symétrie entre les objets. Alors, la force doit aussi dépendre de la masse de la Terre. Et avec ça, nous avons tous les éléments essentiels de la loi de gravitation. Si on considère deux objets, M1 et M2, la force de gravitation est proportionnelle au produit des deux masses. Si je double une masse, la force de gravitation double. Si je réduis une masse de moitié, c'est la moitié. Et inversement proportionnelle à la distance entre les deux objets carrés. C'est une loi de distance carrée, une loi quadratique. Et ça nous amène à la loi universelle de la gravitation de Newton. Et nous traitons ça dans ce cours comme un exemple d'une loi
est une force qui agit par distance. Cette force agit par distance. Nous avons pour la plupart des forces que nous avons traitées, presque tous, nous avons eu des forces de contact. Les objets étaient en contact. Maintenant, nous avons un exemple d'une loi, une force qui agit à distance. Alors, la force gravitationnelle, elle est dirigée toujours entre les deux masses. Et la constante de proportionnalité que nous avons ici, ça c'est le grand G, 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. Et les unités, on peut les calculer. On a la force ici de masse et la distance. Alors, ça doit être, si ça c'est une force, ça c'est newton par mètre carré divisé par kilogramme carré. Alors, c'est comme ça qu'on dessine ça. On a deux objets. La force gravitationnelle de l'objet M1 sur l'objet M2, excusez-moi, la force gravitationnelle de l'objet M2 sur l'objet M1 est dirigée vers l'objet M2 et à cette norme ici. La troisième loi de Newton, action égale réaction, nous oblige d'avoir une force de gravitation de l'objet M1 sur l'objet M2 qui agit sur l'objet M2, qui a la même norme mais qui est opposée, dirigée vers l'objet M1 ici en haut. La formulation vectorielle, comme c'est une force, il y a une formulation vectorielle, ça veut dire la force entre les deux, elle est égale à les constantes, le G, les deux masses. Et maintenant, vous avez la distance entre les deux. Alors, si on prend un référentiel quelconque, c'est R1 moins R2. C'est la distance entre les deux, divisé par la distance, la norme de la distance au cube. Ça, c'est simplement au cube comparé à ici, parce que ça nous donne, ça divisé par la norme de la différence, ça nous donne un vecteur d'unité, ça nous donne seulement la direction en termes mathématiques. C'est la façon d'écrire ça. Alors, c'est toujours une loi. Si vous calculez la norme de ça, vous avez toujours la différence, la distance entre les objets au carré en bas. Si vous avez plusieurs masses, MK, qui agissent sur l'objet M1, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des forces. Alors, on a une force nette. Ça, c'est la somme des forces en fonction des différentes distances. Alors, ça, c'est les sommes des forces gravitationnelles que nous avons ici. Pour chacune des forces, on calcule la force de gravitation sur M1, un autre objet, etc. Et ça nous donne l'effet net de la gravitation sur notre objet s'il y a plusieurs objets présents. Il y a des autres exemples. L'attraction électrostatique entre deux objets avec une charge électrique, ou bien la répulsion, et aussi une loi quadratique. Alors, elle prend la même forme mathématique que la loi de gravitation. Il y a aussi l'attraction magnétostatique, qui est aussi un exemple. Ça, vous auriez lors de Physique générale 3 au 3e semestre. Alors, quelques exemples. Première question, il y a une constante de gravitation universelle, le grand G. Comment peut-on déterminer ce grand G? Bon, on mesure la force entre deux objets, la force d'attraction. L'expérience que je vais vous montrer, elle se passe comme ça. Je montre d'abord l'animation. Alors, vous avez un pendule de torsion, un laser. Quand vous faites approcher deux masses, aux petites masses ici, ce pendule de torsion va changer de direction et c'est seulement ce laser qui va vers un miroir ici de mesurer la déviation entre comment ça se passe avec les deux objets. C'est mieux que je vous montre ça sur l'écran. Il est où? Vous voyez, c'est inversé. Alors, il est là. Et ça, c'est l'écran numéro 15. Alors, ce que vous avez vu dans l'animation, vous l'avez ici. Les deux petits poids qui sont au centre, ça c'est vers le haut, ça c'est le pendule de torsion. Vous voyez le point rouge, ça c'est le laser. Maintenant, si vous regardez de l'autre côté, vous voyez là la projection du laser à l'autre côté de l'auditoire. Et ça, c'est sur le deuxième
indicateur, vous avez le milieu au centre. Ça, c'est 2 unités à gauche. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais doucement changer l'orientation de la boule. Et rien ne se passe. Et il faut attendre, ce n'est pas une force très forte. Alors si je regarde là, nous avons, c'est toujours sur le 2, mais vous commencez à voir comment ça change. La direction. Alors c'était sur le séparateur, ici à 2. On est déjà maintenant, on a bougé presque 3 cm. Ça va bouger jusqu'à ici, jusqu'à 4, 5, et faire une oscillation comme c'est un pendule de torsion. Et à la fin du cours, du deuxième cours, on devrait avoir l'état d'équilibre de l'autre côté, 2 unités à la droite. Alors ça, c'est une expérience qu'on peut faire avec un pendule bien calibré. Avec cette expérience, on peut en effet mesurer la constante de gravité, le grand G. Et ça, c'était un monsieur d'Angleterre, le monsieur Cavendish, qui a fait ça au 19e siècle. OK. Maintenant, est-ce qu'on peut reproduire cette expérience à la maison? Et ça, c'est une question qu'on va vous poser pour la série de demain. Regardez cette vidéo. La question, une des exercices, c'est est-ce que ce qu'on voit sur l'écran, sur la vidéo, dans la vidéo, ici, il y a de YouTube, est-ce que ça c'est réellement possible? Alors, ce que vous avez, ce sont 2 poids ici. Il met deux pièces de plomb ici, comme nous avons vu pour la balance de Cavendish. Et maintenant, ce qu'il a proclamé, c'est l'effet qu'il voit ici avec une accélération 15 fois, que ça c'est vraiment l'effet de la gravitation. Maintenant, contact. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est d'inverser les poids. Il les met ici, de l'autre côté. Maintenant, ça tourne dans l'autre sens. Et la question est vraiment, est-ce que c'est vraiment la gravitation qu'il observe ou bien c'est un autre effet? Vous voyez à côté, ici, on est maintenant au 3e, alors ça va faire une oscillation. Pour ces constructions qu'on a à côté de l'auditoire, peut-être c'est possible. Alors, est-il possible de déterminer, on va revenir à l'expérience de Cavendish, est-il possible de déterminer la masse de la Terre si on connaît son rayon et l'accélération de gravitation, le G, le petit G? En effet, on peut, dès qu'on connaît le grand G, on peut déterminer la masse de la Terre. On a le petit G, ce sont toutes les valeurs en rouge, sont ceux qu'on connaît. Le petit G, ça c'est juste la force de gravitation divisée par la masse. Alors ça c'est grand G fois masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre carré. Et avec ces chiffres qu'on a mis ici, on obtient que la masse de la Terre est 6 fois 10 à la puissance 24 kg. C'est si facile. C'est un peu étonnant, non? Il faut vraiment juste savoir une constante universelle, une loi, et l'accélération à laquelle on est soumise, et on peut calculer la masse. Et le rayon, bien sûr, on peut calculer la masse de la Terre. Maintenant, quelle est la pesanteur ailleurs? Ici, quelques exemples. Alors, pesanteur, je vais l'exprimer de cette façon, c'est le G fois la masse de la planète ou de l'étoile divisé par son rayon carré. Alors, j'obtiens une pesanteur relative à celle de la Terre par ces paramètres ici. C'est juste exprimer G' divisé par G pour les données de la Terre. Et maintenant, j'ai les données de certains objets qu'on connaît ici. Alors, on a la Lune. La masse est 1% de la Terre. Le rayon est 7% de la Terre. Ça nous donne une pesanteur sur la Lune d'un 6e à peu près. Alors, mon poids, il est 6 fois plus petit qu'ici. Ce serait magnifique de vivre sur la Lune. Hein? Qu'en est-il sur Mars? Le poids, 1/10 de la Terre. Le rayon, à peu près 1/3. Le résultat, c'est à peu près 1/3 le poids sur Mars. OK, Jupiter, une masse plus grande, mais aussi un rayon beaucoup plus grand. Alors, ça diminue l'effet, mais on est déjà une masse 2,6 fois plus lourde que un poids 2,6 fois plus grand qu'ici. Alors, si on pouvait vivre sur le Soleil a une masse de 330 000 fois la Terre, mais aussi un rayon qui est 12 000 fois plus grand
là, le poids serait, si on pourrait vivre sur la surface du Soleil, 27 fois que sur la Terre. Prenons Sirius B. Alors là, on serait une couche mince sur la surface du Sirius B si ce serait une planète rayon de la Terre et la masse 330 000 fois plus grande, c'est un white dwarf. Alors ça, c'est vraiment pas très agréable. Même ici, on aurait des problèmes. C'est quand même étonnant que pour la Lune et Mars, vu qu'ils ont une masse tellement petite que la pesanteur est quand même assez grande, et ça, c'est la raison, c'est parce que le rayon, il est plus petit aussi. Et le rayon, il entre au carré dans cette comparaison qu'on a fait ici. Alors, regardons avant la pause encore l'état de nos deux expériences. Alors, ça, c'est le pendule de Foucault, qui est toujours en bonne rotation. Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Alors, on le voit moins bien sur la transmission, mais ce que vous voyez sur l'écran, on est où? 8 degrés? 8, 9 degrés? Vous êtes d'accord? 8, 9 degrés, on a lancé ça à écart, on est à presque à 10 heures, 45 minutes, ça c'est 3 quarts de 11 degrés, 3 quarts de 11 degrés, 3 quarts de 12 degrés, ça serait 9 degrés, alors 8 degrés, ça me convient, c'est assez proche à ce qu'on s'attend pour l'effet de la rotation de la Terre. Et maintenant, alors nous avons vu pendant les dernières minutes que le laser, il était juste ici, il est maintenant en train de faire une oscillation, il va probablement dépasser le centre et s'équilibrer à l'unité 2. Alors on voit bien l'effet de gravitation des deux petites boules qui sont là à côté, qui ont eu cet effet de déplacement des petites masses qui est mesuré avec le laser. OK, et avec ça, on va partir en pause et reprendre à écart.